L'image est symbolique. L'ambassade des États-Unis en Arabie Saoudite a été attaquée par l'Iran. Les dégâts sont certes légers, mais l'événement est important. Les deux drones iraniens ont donc parcouru 600 km et déjoué la défense antiaérienne de l'Arabie Saoudite, l'un des plus proches alliés de Donald Trump dans la région. L'ambassade des États-Unis à Riyad a dû fermer temporairement. Hier, c'est la représentation des États-Unis au Koweït qui était visée. On voit ici de la fumée au-dessus de l'ambassade. Elle a dû fermer ses portes temporairement. Idem au Liban, à Beyrouth. Ce soir, 3 ambassades américaines sont fermées et 5 autres ambassades dans la région ont demandé à leur personnel non essentiel de partir. C'est le cas à Amman, en Jordanie. Le bâtiment a dû être évacué dans l'urgence hier soir en raison d'une menace précise contre l'ambassade. Finalement, sans conséquence. Les États-Unis, en état d'alerte maximale au Moyen-Orient et dans la péninsule arabique en particulier, ont publié ce communiqué adressé à leurs ressortissants dans la région. Ils doivent partir le plus vite possible. Les autorités iraniennes affirment concentrer leurs attaques contre des cibles américaines. Mais ici, c'est une installation pétrolière qui a été touchée, aux Émirats arabes unis. Ce drone Shahed, lui, pique et s'écrase sur un réservoir de carburant d'un port à Oman. Avion militaire, regarde. En feu dans le ciel du Koweït, 3 avions de combats américains s'écrasent au même moment. Tous les pilotes réussissent à s'éjecter, in extremis et indemnes. Ces avions F-15 américains ont été abattus par erreur ce matin par les défenses aériennes koweïtiennes. L'incident révèle une région sous extrême tension, car l'Iran riposte dans de nombreux pays. En Arabie Saoudite, gigantesque incendie dans l'une des principales raffineries du pays. Frappés par des bombardements iraniens, des dizaines d'ouvriers quittent la zone. Aux Émirats arabes unis, une autre frappe iranienne a touché ce vaste complexe hôtelier. Dans la ville de Dubaï, pendant que cette femme d'origine philippine est en direct depuis son appartement, un missile ou un drone s'écrase. On ignore pour l'heure dans quel état elle se trouve. Sur cette image satellite, une colonne de fumée s'élève au-dessus de la ville aujourd'hui. À Bahreïn, une immense fumée noire s'échappe à son tour du port de Manama. Il a de nouveau été attaqué, pris pour cible à plusieurs reprises ces derniers jours. Il abrite une base navale américaine. Alerte générale également, bien au-delà du golfe Persique, sur les bords de la Méditerranée, sur cette base navale britannique à Chypre. Touché par un drone Shahed iranien, tout le monde évacue. Sur ces images, on aperçoit les bâtiments détruits avant et après la frappe. C'est la première fois qu'un pays de l'Union européenne est touché depuis le début des bombardements. Alors jusqu'où ces frappes iraniennes iront-elles? Quelle est la stratégie à l'œuvre? Les plus radicaux en Iran veulent effectivement dire ce qui nous arrive, cette agression israélienne américaine est inadmissible et dans les pays voisins, vous devez prendre vos responsabilités et vous êtes coupables d'être alliés aux Américains. Wow. Un homme incrédule. Un autre drone. Filme un drone iranien qui s'abat à Abu Dhabi. Oh my God. La même scène filmée d'un autre point de vue. C'est en réalité la base navale de l'armée française aux Émirats arabes unis qui a été touchée. Elle se situe au cœur de la zone portuaire de la grande ville émirati. Une frégate de l'armée française ainsi que plusieurs dizaines de soldats y sont d'ordinaire stationnés. C'est un hangar qui a été touché. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif. Les Émirats, cible privilégiée, 3 personnes y sont mortes depuis le début des frappes iraniennes. Ici, un nuage de fumée s'élève au-dessus de la zone industrielle de Sharjah.
un dépôt a été touché. Le bruit d'un drone iranien dans un quartier de Dubaï. Il s'abat contre cet immeuble résidentiel sans exploser. Qu'est-ce qui se passe? C'est la maison de quelqu'un. Heureusement, les dégâts sont mineurs. Il n'y a pas eu de blessés. On a été touché par un drone. À Dubaï, toujours, l'aéroport international, l'un des plus grands et des plus fréquentés du monde, est toujours à l'arrêt. Il a été touché hier soir. La riposte iranienne se poursuit à un rythme soutenu et cible l'ensemble de la péninsule arabique. Hormis le Yémen, allié de l'Iran, tous les pays ont été touchés. C'est le cas aujourd'hui encore du Koweït. On voit ici un drone iranien frapper de plein fouet le camp Buehring. Oh my God! Il s'agit d'une base militaire américaine. À Doha, au Qatar, c'est la base d'Al Udeid qui est régulièrement ciblée. Elle abrite le commandement des forces américaines dans la région. Dans le ciel, un bruit strident. Avant une frappe sur un immeuble de Bahreïn et des dégâts considérables. Même attaque, filmée par un habitant depuis le building. Ce bruit de moteur est spécifique. C'est celui du drone iranien Shahed 136. On le reconnaît à sa forme triangulaire. L'arme est utilisée en masse par la République islamique depuis ces dernières 48 heures, comme ici. Il y a un drone. Un drone. C'est une création iranienne utilisée depuis 2021. L'appareil pèse environ 200 kg. La charge explosive est placée dans le nez de l'aéronef. Il peut atteindre des cibles jusqu'à 2500 km, mais vole en basse altitude et ne dépasse pas les 185 km/h. Un drone kamikaze plus difficile à intercepter, contrairement aux missiles balistiques. Les Shahed ne sont pas adaptés à nos systèmes d'interception. Nous, on a des systèmes qui sont d'une complexité incroyable, qui permettent d'aller très haut, très vite, très loin pour ce qui est plus difficile à intercepter. Mais par contre, on s'est presque débarrassé des systèmes les plus low cost, les plus élémentaires. C'est ce qui explique l'efficacité redoutable de ces drones. Autre avantage, leur coût peu élevé. Plusieurs dizaines de milliers d'euros contre des millions pour des missiles. Ils peuvent donc être produits en masse et à la chaîne. Le Shahed 136 est aussi présent dans d'autres conflits. L'Iran en a vendu à la Russie, qui l'utilise massivement contre l'Ukraine. Have a look and a listen to some footage obtained exclusively by CBC of a missile strike in central Tel Aviv the other night. What you see is an attempt of the anti-missile defense system to reach that missile, but it breaks through those defenses. It's been cleaned up. There was a hole right here on the street. There was a building right there that's already been brought down. They can clean up. What is a little harder to deal with is the knock to the confidence of seeing a missile break through the defense system. You sometimes hear about the Iron Dome. Well, the Iron Dome is just sort of one layer of the onion, if you will, to the defense system here. There's something called the David Sling, the Arrow 1, Arrow 2. As you go deeper into that layer, they can hit more complicated and bigger missiles coming through. If they are overwhelmed, it's inevitable that a few break through. The Israelis have seen that happen before. This is a brand new feeling for the Gulf states, though, who are encountering the drones and the missile strikes for Iran over the last 72 hours. Some of those are breaking through their defenses as well, and lots of questions are being asked about the capabilities to intercept incoming missiles from Iran. It's not just can they all break through, it's how long can interceptions continue to happen? They are extremely expensive. You're talking millions and millions of dollars. Is there enough money? Are there enough interceptors? These are questions that are coursing throughout the Gulf states now. Tel Aviv vit au rythme des alertes et des tirs de missiles. C'est un peu stressant. Et c'est la course aux abris pour cette Française et tous les habitants de la ville. Je n'y attendais pas. Ça faisait depuis ce matin, 6h du matin que ça n'avait pas sonné, donc c'est un peu stressant. À l'extérieur, des rues désertes et des détonations. Et dans le ciel, des traces des interceptions de projectiles par les systèmes de défense anti-aérienne. 15 minutes plus tard, la fin de l'alerte.
Rares sont les moments de répit, les sirènes retentissent à nouveau. Israël est sous le feu de l'Iran, mais aussi des roquettes du Hezbollah au Liban. La journée est marquée par des allers-retours aux abris. Ces dernières 24 heures, il y a eu près de 630 alertes aux tirs de roquettes ou missiles visant le pays, selon l'armée israélienne. Alors certains cherchent à partir par tous les moyens. L'espace aérien fermé, ce sera le bus pour cette Française et son fils. Direction la frontière égyptienne pour prendre un vol pour Rome, puis ensuite Paris. Un périple de 2 jours. Ils quittent un pays en guerre. 10 personnes ont perdu la vie depuis samedi en Israël. Tirées de leur sommeil en pleine nuit, ces familles de Français trouvent abri dans ce parking souterrain. À même le sol, elles attendent que les frappes cessent. À Dubaï, de nouvelles explosions ont été entendues. Ce vacancier français est confiné dans son hôtel. J'ai entendu, on va dire, 5 détonations, dont une énorme. En fait, j'étais là, dans ma chambre, et j'ai entendu cette fenêtre trembler, quoi. Ouais, ça fait peur. Depuis hier, les Émirats arabes unis sont particulièrement ciblés. L'aéroport de Dubaï a été touché, des centaines de vols annulés. Pour de nombreux Français bloqués sur place, aucune date de retour en perspective. Ce jeune homme ne peut pas regagner Paris. J'ai réservé un autre vol là, pour lundi soir qui ferait Dubaï-Bucarest, Bucarest-Paris, mais il a été de nouveau annulé. C'est la galère. Les lignes téléphoniques, en fait, elles sont saturées, il n'y a personne qui te répond. Au Moyen-Orient, plusieurs espaces aériens sont fermés. À Doha, au Qatar, ce Français soucieux a veillé tard, nuit courte, réveil au son des explosions. Il songe à quitter le pays où il vit pourtant depuis plusieurs années. Si ça commence à devenir plus mauvais que ça, ouais, il faut sortir, il faut quitter. Voilà, tout simplement. Ici, au Bahreïn, d'autres Français espèrent tenir. Cette femme nous montre son stock de boîtes de conserve et des bonbonnes d'eau en cas de conflit durable. Des bouteilles d'eau, voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli le réservoir de la voiture au cas où on doit évacuer, notamment sur l'Arabie Saoudite. Elle a aussi préparé des valises en urgence au cas où elle devrait partir. De son côté, la France annonce qu'elle se tient prête à évacuer ses ressortissants lorsque la situation le permettra. Tout dépend de ce qu'est l'objectif de Donald Trump et il a du mal à nous le dire. Il a commencé à nous parler de changement de régime en tant qu'objectif et les actions militaires israélo-américaines semblent aller dans ce sens. Et il est vrai aussi que le changement de régime, c'est la grande priorité des Israéliens. Mais la difficulté, c'est qu'avec la menace nucléaire et terroriste iranienne, la seule vraie solution, c'est de changer de régime. Il ne prend pas ses décisions sur la base de préparation très bonne. Il a d'ailleurs détruit le processus de décision du Conseil national de sécurité. Et donc beaucoup de questions se sont posées, ne serait-ce que ces derniers jours, sur l'état de préparation de ces actions. Du point de vue militaire, si. Je crois que la préparation était excellente, mais du point de vue politique, c'est beaucoup moins évident. À quoi Trump est-il prêt pour ce qui est par exemple de la réaction aux augmentations du prix du pétrole, les effets sur les marchés, les difficultés politiques qu'il a au pays pour persuader les Américains que le changement de régime est la bonne décision, pas seulement la population d'ailleurs également, mais une grande partie de sa base MAGA qui est isolationniste. Jusqu'ici, Trump n'a pas réussi à convaincre les sceptiques quant à cette opération. Il n'a pas un temps infini pour trouver la réponse. L'option est sur la table et fait les gros titres. Donald Trump n'exclut plus d'envoyer des troupes au sol si nécessaire et prévoit une guerre sur la durée. Au départ, nous avions prévu 4 à 5 semaines. Mais nous avons les capacités nécessaires pour aller bien au-delà. Nous le ferons. La presse dit « Oh, le président veut agir très rapidement car après cela, il va se lasser. » Je ne vais pas me lasser.
Et pourtant, la mort de 4 soldats américains et les images des avions de chasse en chute libre font beaucoup parler aux États-Unis. Et ce, jusqu'à la sphère MAGA. Ces soutiens de Trump de toujours. Sur la chaîne trumpiste, les interlocuteurs se succèdent. Certains restent derrière leur président. On pourrait avoir une guerre nucléaire avec un holocauste au Moyen-Orient. Ce gouvernement essaye d'empêcher ça. Je ne vois pas comment les gens peuvent être contre. Mais beaucoup s'insurgent. Je ne suis pas content de ce qui se passe. Ce n'est pas dans les intérêts américains. C'était le candidat le plus anti-guerre en 2016 comme en 2020. C'est une trahison publique de sa base. En effet, lors de sa campagne, Donald Trump avait promis l'inverse à maintes reprises. Je ne commence pas des guerres, je les arrête. Nous avons contacté plusieurs électeurs de Donald Trump. Ils sont dans l'incompréhension devant cette guerre. Ce n'est plus rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est rendre sa grandeur à Israël. J'ai servi en Irak, j'ai perdu des amis quand j'étais déployé là-bas. Je ne veux pas que quiconque, et notamment mon fils qui est militaire, vive la même chose. Le traumatisme de l'Irak et des près de 4500 soldats tués ravivé. Dans une conférence de presse ce matin, le ministre de la Guerre veut rassurer à tout prix. Ce n'est pas l'Irak, ce ne sera pas sans fin. Notre génération saura mieux faire, et ce président aussi. À la veille de la guerre, seuls 27% des Américains soutenaient une intervention en Iran. À 8 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump a fait un pari politique risqué. It's just Netanyahu had not found a president stupid enough to drag the United States into that war before. And now Donald Trump has done it. Just a little earlier, I got out of the administration's briefing to the Senate about the situation in Iran. And what you hear behind closed doors is essentially what we're hearing in the public domain, which is complete incoherence. No explanation for why Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars, and constantly shifting narratives about what this is all about, right? Even today in the Oval Office, the president was spinning all sorts of rationales. On the one hand, they say it's to go after Iran's nuclear program. We know Iran has no nuclear weapons capability. After all, the president told the country that it had been decimated last year. So then they say, well, we're going to go after Iran's ballistic missiles. Well, Iran has no ballistic missiles that can get anywhere close to the United States. Zero. And of course, then Donald Trump said he was going to liberate the people of Iran. But if you look at public reporting about the CIA's assessment, it says that they concluded that if you get rid of the Iranian leadership, you're very likely to get a much more, even more radical group in their place. But we do know from Secretary Rubio that Netanyahu decided to strike Iran. And so here we are, doing what Prime Minister Netanyahu said he wanted to do for 40 years, which was to attack Iran. It's just Netanyahu had not found a president stupid enough to drag the United States into that war before. And now Donald Trump has done it, and they don't have a clue as to what the end game is. Est-ce que Donald Trump risque gros avec cette guerre-là? Moi, je pense qu'il joue avec le feu, c'est sûr, puis particulièrement auprès de sa base, parce qu'il est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il a promis en 2016, quand il avait dit « c'est fini, renverser des régimes », et en 2024, quand il avait dit « c'est fini, les guerres, à n'en plus finir, etc. » Donc ça fait mal, puis il y a des figures MAGA qui sont sorties dans les dernières heures, des figures de proue pour dire « ça, c'est inacceptable, il respecte pas ses promesses », je pense à l'ancien animateur Tucker Carlson, entre autres. Donc, on sent cette grogne-là qui est en train de germer puis qui continue aux États-Unis. Puis il y a un problème de perception pour Donald Trump parce que les Américains, en ce moment, sont préoccupés par l'économie, sont préoccupés par le coût de la vie. Puis là, ce qu'ils voient, c'est un président qui a les mains dans des conflits étrangers, qui est en train de se faire construire une salle de bal à Maison-Blanche, qui est en train de mettre son nom sur des édifices. Puis on ne parle même pas du Venezuela, là, que ça vient de se passer. Là. Exactement. Puis là, évidemment, il parle de Cuba aussi, étouffer le régime cubain, il a parlé d'annexer le Groenland, là, c'est l'Iran. Donc, il y a beaucoup de gens d'Américains qui regardent ça probablement. Qui ne suivent plus, là. Et qui se disent, OK, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Donc, je pense qu'il y a quand même un vrai péril
péril politique pour lui en prévision des élections de mi-mandat qui s'en vient l'automne prochain. Puis je suis pas surpris d'avoir lu cette semaine dans les médias américains qu'il y a de ses conseillers qui lui disaient au cours des derniers jours, faut pas aller là, faut pas la faire l'intervention parce que politiquement c'est pas le moment, c'est trop imprévisible. On est juste à quelques mois d'une élection. Je crois que la proportion ou la masse critique des gens qui rejettent les bombardements est beaucoup plus importante que celle des Iraniens qui jubilent. Ça ne signifie pas que ceux qui rejettent les bombardements rejettent le changement ou rejettent l'évolution vers un système un peu plus ouvert. Mais simplement, vous ne pouvez pas tolérer assez facilement qu'on tue 150 enfants dans une école au nom de... on veut vous libérer en vous tuant vos enfants, on veut vous libérer en détruisant votre infrastructure, on veut vous libérer en vous étouffant. Parce que vous savez, les sanctions sur l'Iran datent depuis le début des années 80. Donc vous pouvez comprendre que les gens qui, par exemple, dans les diasporas, qui soutiennent une intervention étrangère et un changement par intervention étrangère, n'arrivent pas à attirer les foules vers eux, tout simplement parce que l'expérience humaine du XXe siècle a montré que partout où il y a eu démocratisation, je pense à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à la Corée du Sud, ou à Taïwan, etc., etc., eh bien, ça ne s'est jamais passer de cette manière-là, une manière violente, sur le dos des tanks et des avions d'une puissance étrangère. Et avec des bombardements seulement, parce que ça, c'est l'autre question. Là, ils envoient des bombes, mais... Parce qu'il n'y a personne sur le terrain. Ben, c'est ça, puis ils veulent pas s'engager à envoyer des militaires sur le terrain. Donc, est-ce que vraiment, c'est comme ça qu'on peut amener un changement de régime? On va se retrouver dans une situation où c'est un régime avec la même hostilité, par exemple, à l'Occident qui se retrouve là, avec les mêmes problèmes, au fond. Donc, en ce moment, c'est pas clair comment ils vont réussir à faire changer les choses. Et dans la région, partout où on a expérimenté ce type de changement, le résultat a été catastrophique. En Irak, rappelez-vous, l'invasion de l'Irak a internationalisé Al-Qaïda. La première franchise d'Al-Qaïda, ça a été en Irak après l'invasion. La militarisation du printemps arabe en Libye d'abord, puis en Syrie, nous a donné Daesh. Donc, ce genre d'entreprise guerrières n'ont pas de vision à long terme, donc ne conduisent pas à la démocratisation. Et puis, entre nous, je ne crois même pas que l'objectif des Américains et des Israéliens, c'est la démocratie en Iran. L'objectif, c'est d'obtenir des États faibles, à l'architecture institutionnelle fragile, qui acceptent de devenir complètement marginaux dans les équations politiques de la région.